Je laisse maintenant la parole à Philippe Lacadet qui, au-delà de sa conférence, sera le grand témoin de cette journée et donc discutera avec les différents intervenants de la journée. Philippe Lacadet, à toi. Bien, donc merci Yannick Frémont et l'association Rénovation pour cette invitation à venir vous parler autour du thème le parcours de la vie. Je me suis donc posé la question, qu'est-ce que c'était que ce truc bizarre qu'on appelle la vie et comment effectivement ça nous arrivait, la vie. La vie apparemment, pour l'instant on n'a pas inventé mieux, on la reçoit de ceux qui ont eu le projet d'avoir un enfant et qui donc vous ont mis au monde. Et en général, c'est à partir de ce désir qui est en action que vous vous retrouvez sur Terre. Et ce qui fait qu'au fond, grâce à ceux qui vous ont mis au monde, vous avez dans ce début du parcours de la vie une boussole. La boussole qui vous permet de vous orienter à partir de la façon justement dont les parents ou ceux qui vous ont mis au monde vous ont désiré. Il faut d'ailleurs remarquer que très souvent, l'enfance, c'est ce par quoi un sujet tient à sa famille. Il peut arriver aussi que même si ce désir n'a pas toujours été là, de la part de ceux qui vous ont mis au monde, il peut arriver au nom de quelques petits frétillements de votre corps, d'enfant, de nourrisson, de bébé, de quelques petits mots que vous dites comme ça, que tout d'un coup, le désir qui n'était pas là, eh bien, surgit. C'est pour ça que ceux qui veulent à tout prix savoir s'ils ont été désirés et qui se promènent dans la vie avec souvent une petite note dépressive, eh bien, il faut savoir qu'ils ont peut-être aussi une part de responsabilité de savoir au fond comment accrocher le désir de l'autre et comme ça de nouer son propre parcours au parcours de ceux qui vous ont accueillis. D'ailleurs, on remarquera que c'est très important les premières expressions de l'enfant. Je me souviens comme ça d'une mère qui me disait, son fils étant en hôpital de jour pour troubles autistiques, entre guillemets, elle m'expliquait très bien comment, quand le garçon était tout petit, qu'elle lui donnait son sein, le sein de la mère, mais on ne sait pas qui est le sein au fond, elle était surprise que l'enfant, au lieu de la regarder, plafonnait. Elle n'arrivait jamais à accrocher son regard. Et elle me disait très bien, au fond, il ne m'a jamais fait mère. Et c'est pour ça que c'est très important que très souvent, c'est l'enfant qui fait la mère ou qui fait le père. C'est pour ça que lorsque, effectivement, ils sont là, et vous verrez dès l'exemple que je vous donnerai, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre présent à l'appel de l'enfant. Alors, on fait aussi attention au fait que, bien sûr, l'enfant peut être prévu, programmé, mais tout d'un coup, lorsqu'il surgit, comme disait le chanteur Jacques Higelin, « Je suis né dans un spasme de jouissance et je n'ai jamais perdu le goût de ça ». Il dit ça dans une chanson « Alerter les bébés ». Donc on voit bien comment l'enfant, et ça c'est très important, très tôt,
au nom de ce qu'il éprouve dans son corps et aussi dans sa pensée, eh bien, il y a quelque chose qui va d'entrée le singulariser. Et c'est pour ça que très souvent, cette singularité, qui est souvent d'ailleurs nouée à la façon dont on l'a accueillie, c'est ça dont il portera la marque. On voit quand on écoute comme ça des adultes parler, qui sont toujours sensibles aux premières marques qu'ils ont reçues de l'autre, mais surtout à la façon dont l'autre lui a répondu. L'enfant, donc, est très sensible et ça se rejoue quand vous recevez comme ça des sujets dans vos institutions. L'enfant est toujours sensible à la façon dont on lui instille un mode de parler, une façon de parler. Ils sont très sensibles aux intonations de la voix ou au regard. Il suffit d'ailleurs des fois que quelqu'un fasse un regard noir pour que l'enfant sache que la fâcherie n'est pas loin. Donc ils sont très sensibles à ça, à ces premiers mots. Et pour nous, surtout à notre époque, il faut savoir qu'on pense surtout à partir des mots qu'on a reçus. D'ailleurs, le poète Arthur Rimbaud disait « C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense », précisant « je est un autre ». Ce qui fait qu'au fond, il faut toujours garder dans l'idée que lorsque vous avez comme ça quelqu'un en face de vous, même s'il se présente comme ça, il y a toujours quelque chose que peut-être, non seulement il y a un autre en lui, même si je dis « je », mais qu'il peut être aussi autre à lui-même. Et ça, c'est très important, surtout à notre époque où on veut à tout prix faire entrer des gens dans des cases ou des tiroirs. Le petit homme, donc, dès sa naissance, vit dans la parlotte, dans le bavardage qui se fait autour de lui. Et on voit comment ça se reproduit, d'ailleurs, moi j'ai beaucoup travaillé en institution, ça se reproduit de voir comment tout le monde est sensible à la façon dont le sujet parle. Très souvent, dans les réunions, on disait, même s'il est lourdement handicapé, entre guillemets, on est souvent très sensible à la façon dont il invente le langage, dont il dit certains mots, au-delà du handicap qu'il peut présenter. Et donc, il faut aussi, comme ça, saisir, et ça c'est très important, que c'est dans la rencontre avec les premiers mots ou les premiers gestes que l'enfant rencontre avec l'autre, que se dessine quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre d'un programme génétique préétabli. Il y a quelque chose d'inné qui restera toujours mystérieux, même si certains voudront ouvrir le cerveau pour savoir ce qui se passe dedans. Il y a quelque chose dans l'humain, et heureusement, qui restera toujours mystérieux, et ceux qui veulent à tout prix chercher l'inné, il faudrait au fond qu'ils se saisissent du fait que c'est dans ces premières rencontres que quelque chose a à voir avec l'innéité, mais une innéité impensable. Un des premiers livres d'ailleurs que j'avais écrit s'appelait « Le malentendu de l'enfant », en prenant appui sur le poète Baudelaire, puisqu'il disait au fond « le monde ne marche que par le malentendu ». Et c'est justement lorsque vous vous occupez de quelqu'un qu'il y a toujours une part de malentendu, que c'est une chance pour le sujet de situer sa place, comme disait notre maire de Bordeaux, pas Alain Juppé, mais Michel de Montaigne, de situer son assiette subjective. Donc, le point d'origine du parcours d'un sujet se noue toujours à partir de ces moments dits originaux. D'où l'importance pour nous
de ne pas coller trop vite des étiquettes. Un jour, une dame me téléphone. « Allô, vous les faites, les hyperactifs ?» Je n'avais pas encore saisi que j'étais une usine à production d'hyperactifs et surpris que cette dame ne se nomme même pas, ne nomme même pas son enfant. J'essaye d'en savoir un peu plus au téléphone. Elle me dit « Oh oui, mais de toute façon, vous savez, la directrice d'école m'a dit que si je n'allais pas voir un pédopsychiatre pour ma fille hyperactive, eh bien, elle ne pourrait pas rester à l'école. » D'accord, mais comment elle s'appelle, votre fille? Elle me dit « Mais ça, c'est pas important. Elle est hyperactive. » Là, il y a un petit danger quand l'éducation nationale se mêle comme ça à poser des diagnostics. Alors maintenant, vous voyez beaucoup ça. Comme les enfants, c'est très mystérieux, un mystère pour eux-mêmes et aussi pour les autres, vous vous retrouvez avec des étiquettes qui peuvent après avoir valeur d'handicap. Et cette notion d'hyperactivité, il faut vraiment prendre ça de façon très sérieuse. Donc, voilà pourquoi nous, on s'intéresse surtout à quelque chose que présentent à peu près beaucoup de gens, quelque chose qui pour nous s'appelle le symptôme. Le symptôme, c'est quelque chose qui fait que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne marche pas trop. Par exemple, une petite fille Rose de 8 ans qui était venue me voir d'après ses parents parce qu'elle avait une phobie scolaire, c'est ce qu'on lui avait dit. Et en fait, en discutant avec moi, elle me dit comment c'était surtout une angoisse qu'elle avait rencontrée parce qu'à l'école, ses petits camarades, ça commence très tôt, à 8 ans, la harceler en lui disant « t'es moche, tu pues du cul, t'es morte ». Et un jour, elle avait retrouvé sur son bureau « si tu viens demain matin, c'est pas la peine de te présenter ». 8 ans, ça commence très tôt. Donc là, elle s'est désinclue de l'école et il a fallu qu'elle puisse déposer ça. Et elle n'osait pas dire ça à ses parents parce qu'elle avait très peur que ses parents aillent se plaindre à l'école. Il a suffi qu'elle puisse dire ça pour qu'au fond, le symptôme qu'elle présentait, qui était un signe d'une souffrance, c'est pour ça qu'on respecte les symptômes, c'est un signe d'une souffrance et l'être humain est ainsi fait qu'il a souvent des questions angoissantes auxquelles tout seul il ne peut pas répondre. Alors, l'enfant va, pour se constituer, et vous verrez, il faut qu'il puisse rencontrer en l'autre qui s'occupe de lui quelque chose qui manque à l'autre qui s'occupe de lui. Et du coup, comme lui-même est confronté à quelque chose qui lui manque, il va essayer de nouer son manque au manque de l'autre. Et c'est comme ça que va naître un petit moteur psychique pour tout être humain. L'essence du moteur humain, c'est le désir. C'est-à-dire essayer de savoir à l'autre, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu dis ça? Ça, c'est l'énigme que pose le sujet à l'autre parce qu'il veut savoir pourquoi l'autre lui a donné la vie et pourquoi l'autre l'a mis au monde en lui traçant un parcours alors que quelque part il n'avait rien demandé. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un autre qui réponde. Des fois d'ailleurs, quand vous ouvrez le livre de Rabelais, vous verrez comment Grand Gousier, papa, entendait son fils crier. Et il était un peu énervé, il lui dit « Quel grand tu as !» Et alors, le cercle autour dit « Mais voilà, il n'y a qu'à l'appeler Gargantua,
Là, vous avez une idée de comment un père, ça peut servir à nommer une partie de l'enfant qui crie, mais l'enfant qui crie, surtout Gargantua, il criait parce qu'il voulait encore plus de lait. Et même si on lui dit quel grand tu as, Gargantua, la nomination ne sert pas à voiler, à apaiser la pulsion qui est dans le corps de son fils. Ce qui fait que tous les gens autour de lui allaient chercher, allaient tirer le lait des vaches parce qu'il avait une soif de vivre, de manger, de boire, inextinguible. Tout ça, c'est pour montrer qu'au fond, même si nommer quelque chose peut faire croire qu'on va apaiser, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion qui continue. Il se trouve que, là, j'aimerais bien vous parler d'une expérience qu'on avait montée avec des camarades médecins psychiatres à Bordeaux et aussi médecins du monde en Aquitaine, puisque pendant 10 ans, on a été en mission. C'était d'ailleurs assez intéressant, puisque normalement, Médecins du Monde en Aquitaine fait des missions d'1 an. Là, on est resté presque 10 ans. Enfin, on n'a pas parti 10 ans là-bas. On est allé s'occuper des enfants abandonnés en Bulgarie. Et moi, ça m'a beaucoup enseigné. Ça m'a beaucoup enseigné parce que ça illustrait, si vous voulez, des enfants qui, au fond, à qui on avait donné la vie, mais tout d'un coup, les personnes, je ne les juge pas, mais les personnes s'étaient retirées. Comme si, effectivement, alors on nommait ça carence affective, frustration. Et au fond, j'avais trouvé une expression qui était plutôt rupture de promesse. Puisque tout d'un coup, on donne la vie, puis tout d'un coup, on ne l'assume pas et on abandonne l'enfant dans la rue. Et on avait été surpris avec mes collègues de voir comment l'équipe travaillait à ce moment-là. C'était à peu près il y a 20 ans. Ils travaillaient à partir de l'Institut Loxy, c'est-à-dire qu'au fond, les enfants étant dans la maison toute la journée, il fallait que la personne qui s'occupait de l'enfant le matin notait sur un cahier comment l'enfant avait été, comment elle lui avait répondu, pour que la personne qui arrivait après s'adapte et fasse exactement la même chose que celle qu'avait fait le premier, pour qu'effectivement l'enfant puisse être confronté à quelque chose de fiable, surtout pas des variations. Comme ils avaient été un peu abandonnés et avec des grands trous, donc il fallait qu'il y ait une sorte d'uniformité. Alors le docteur Émy Piquer s'apercevait qu'au fond, elles avaient produit dans ces institutions des enfants qui ne se disputaient jamais, qui étaient tranquilles. Mais dès qu'ils sortaient de l'institution, ils étaient incapables de se confronter à la vie. Les rivalités, les agressivités, tout ça, et on sait que quand même la vie, c'est beaucoup ça, eh bien, ils n'arrivaient pas à faire face avec ça. Alors, on a essayé d'introduire autre chose. Comment essayer de travailler à partir de ces enfants, souvent présentant des troubles autistiques de grand isolement, avec ces étiquettes-là, et on s'est aperçu que peut-être il fallait partir, même au minimum de ce qu'ils pouvaient présentifier, partir, parce que l'être humain est ainsi fait, partir au fond de ce qu'ils pouvaient quand même inventer. Par exemple, on en avait vu un qui passait son temps assis sur un tapis, à relever et à baisser le tapis. Donc on avait conseillé aux dames qui étaient là d'essayer d'entrer en contact
à partir de ce qui singularisait ce battement de tapis, soit d'introduire autre chose, quelque chose qui cachait le tapis, faire des surprises, peut-être lever soi-même un autre morceau de tapis, des trucs qui peuvent paraître comme ça un peu dingos. Mais là, ça permettait de saisir que tout d'un coup, l'enfant qui avait un regard vide, tout d'un coup tournait la tête vers l'autre et on voyait allumer au fond de sa pupille la petite lumière d'un désir, comme si tout d'un coup, il se rendait compte qu'un autre avait été là pour lui. Une autre petite fille comme ça, anorexique, qui mangeait rien. Arrive une pédiatre, qui d'ailleurs depuis est venue en France et elle travaille à ce nom, Camélia Vassileva pour ne pas la nommer, et elle arrive comme ça, et puis elle se présente à la petite fille. Elle lui dit « Oh, je m'appelle Camélia. Tu veux pas venir te promener dans le jardin ?» Et dans le jardin, Camélia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une fleur et elle donne la fleur à la petite fille. La petite fille qui mangeait rien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange les pétales de fleurs. Et tout d'un coup, on s'aperçoit dans l'institution que grâce à ce transfert particularisé, à quelque chose qui faisait qu'on avait osé s'aventurer au-delà de l'handicap présenté. Et là, il faut aussi, de notre côté, savoir inventer des solutions. Et là, effectivement, la petite fille s'est mise à manger. Et Camélia, tellement enthousiasmée par les French doctors, est venue s'installer en France. Donc c'est une très bonne pédiatre, si vous avez des enfants en difficulté, elle est dans la région. Un autre terrible, parce qu'il y avait des parents qui venaient adopter, beaucoup d'Espagnols. Et il y avait un enfant qui avait la particularité de bouger son corps dans le rythme de la pendule qui était accrochée au mur. Son partenaire, pour lui, c'était les mouvements de la pendule. Et le père futur adoptif espagnol remarque ça et essaye de se mettre, un type assez doué, enfin libre, il se met entre l'enfant et le pendulier et il fait le même mouvement. Et bien tout d'un coup, l'enfant lui sourit. Parce que nous, on croit que c'est les parents qui adoptent les enfants. Mais c'est en fait l'enfant qui l'a adopté, avec son sourire. Et c'est ça qu'ils ont décidé à l'accueillir. Alors, dans la crise de l'éducation, Hannah Arendt disait, en 1954, « Les adultes ne sont pas responsables du monde qu'ils offrent à leurs enfants. Ils ne savent pas être sensibles à l'élément de nouveauté que porte en lui chaque enfant et qui se rejoue justement au moment de l'adolescence et qui fait que l'adolescence peut être un moment difficile parce que justement, et ça ils sont très forts pour ça. Moi j'ai travaillé 35 ans dans un hôpital de jour pour adolescents où il y avait des sujets assez diagnostiqués qui avaient des grosses étiquettes. Et effectivement, j'avais été surpris de voir comment l'institution, pour tout le monde, c'est une scène. Ça, il faut beaucoup saisir ça. Une scène où, effectivement, les enfants ou les adolescents, même s'ils sont handicapés, se mettent en scène et surtout font jouer deux choses. Ils se donnent à voir et ils se font entendre. Ça, pour nous, psychanalyse, c'est très important parce qu'on sait que l'être humain a deux objets qui sont très moteurs, qui est le regard et la voix. Et très souvent, beaucoup de ces sujets dans les institutions avaient des comportements provocateurs, justement pour qu'on distingue l'élément de nouveauté qu'ils portaient en eux.
quand j'avais travaillé avec les jeunes de banlieue à Bobigny, dans un collège Pierre Sémard, pendant 10 ans, finalement tout se fait tous les 10 ans, chemin 10 ans, donc pendant 10 ans, pardon. Donc là, j'avais été surpris aussi de voir comment, d'ailleurs il y en avait eu un article dans Le Monde, des jeunes adolescentes, qui disaient au fond que pour elles, le plus important, c'était la demande de respect. Alors ils sont très forts parce qu'ils demandent le respect et en même temps ils sont très irrespectueux. Donc là c'est tout un trésor pour ceux qui travaillent avec les équipes d'essayer de faire mais supporte ça parce que tu sais ce qu'ils essayent de faire à l'insu de leur plein gré, comme dirait le coureur cycliste Richard Virenque, puisque Akoseberi a nommé Indurain. Donc, grand coureur cycliste, mais enfin lui il avait un peu de ventoline pour aller plus vite. Virenque, il avait autre chose. Bon. Donc même là, vous voyez qu'ils ont besoin de se distinguer et de se droguer. Donc là, dans ce qu'il faut saisir, et c'est là tout le charme de notre travail, allez parler de ça aux enseignants. Oh, l'insulte, tu sais, c'est pas grave. C'est le premier mot comme le dernier mot du dialogue. C'est le début de la grande poésie. C'est pour ça que j'avais travaillé beaucoup les textes de rappeurs. Quand j'avais fait une intervention à la télévision en Belgique, je voulais donner comme illustration pour l'adolescence ce que dit Freud, c'est-à-dire la métaphore du tunnel. C'est-à-dire un tunnel, il y a une entrée. Là, dans l'entrée, vous quittez votre enfance, vous allez dans le tunnel, ce que Victor Hugo appelait la plus délicate des transitions. Et à la fin du tunnel, vous rentrez dans le comment devenir homme ou femme. Mais il faut traverser ce tunnel. Alors la journaliste me dit « Ah non, non, parlez pas de Freud, ça va faire fuir les éducateurs. » Puis c'est dépassé. Je dis « Il n'y a pas de problème, j'ai cité Joe Star de Nick ta mère. Donc il faut aussi s'intéresser au rap, à la musique. C'est pour ça qu'autour, il y a des ateliers. Et là, effectivement, c'est très bien passé. Parce qu'effectivement, il précise aussi l'adolescence comme étant quoi? Hein? Voilà, avec des trous. Alors, j'avais... Ça vous intéresse tout ça? J'avais lu, en revenant de Bulgarie, un poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelait « Traîne des orphelins ». Et là, on voit très bien dans ce poème, et j'étais surpris, comment Arthur Rimbaud décrit des enfants qui sont tout seuls dans une chambre. Il manque quelque chose. Le père n'est pas là. De toute façon, il n'a jamais été là. Et la mère vient de mourir. Et ils sont là, eux aussi, assis sur le tapis. Et Rimbaud décrit très bien comment il est surpris de voir que les enfants jouent avec la couronne mortuaire. Quelques lumières ou quelques fleurs qu'il y avait dans la couronne mortuaire. Il faut savoir que Rimbaud avait la particularité de nommer sa mère la bouche d'ombre ou 73 casquettes administratives. Donc c'était une mère un peu porteuse de l'ombre, plutôt rigide. Et moi, je m'appuie souvent pour essayer de faire saisir ce qui est en jeu à l'adolescence, sur une poésie de Rimbaud, Vagabond. Parce que à l'époque de Rimbaud, beaucoup d'adolescents étaient fugueurs et vagabonds. Et comme on a essayé de saisir pourquoi ça paraissait comme ça, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir, peut-être qu'il faudrait faire entrer dans une catégorie spéciale ça, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux adolescents. Mais si vous lisez cette poésie Vagabond, elle est tout à fait intéressante, parce que vous avez Rimbaud qui décrit ça. Il y a à côté le satanique docteur, parce que la mère était angoissée. Et lui, il prend appui sur la fenêtre qu'il appelle une distraction vaguement hygiénique. C'est très important, les fenêtres.
Il prend appui sur la fenêtre pour, tout en supportant l'angoisse de la mère, avoir un pied là dans la chambre, grâce à la fenêtre, se voir ailleurs, errant, à la recherche des fantômes des luxes nocturnes, dit-il. Et là, il donne la formule princeps de l'adolescent, qui, moi, m'a beaucoup servi. C'est moi pressé de trouver le lieu et la formule. Le moi pressé de Rimbaud, c'est le moi pressé, c'est-à-dire c'est le moi du sujet qui est pris par quelque chose dans son être, par sa libido, on dirait, par le fait de bouger, de faire des choses. Il est pressé, il veut tout de suite. C'est ça l'adolescent moderne, mais toujours depuis Rimbaud déjà. Et il veut, et ça c'est très intéressant pour nous, il veut trouver le lieu où il pourra trouver sa formule. Parce que ça c'est très important. Nous devons essayer d'installer dans les endroits où nous travaillons, même avec des enfants lourdement handicapés, créer des lieux où ils peuvent attraper leur formule. C'est-à-dire, au fond, ce qui les singularise au plus près, leur propre parcours. Rimbaud, lui, il appelait ça une trajectoire rimbaldienne. Il faudrait qu'on puisse, comme ça, pouvoir dessiner quelle est la trajectoire de chaque enfant. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste une case vide, pour que ça rejoigne ce que je disais tout à l'heure, la fameuse assiette subjective, pour qu'il puisse loger ce qui fait sa singularité, et que là, il y ait un autre, c'est-à-dire vous, qui en accuse réception, comme à la poste. Et là, il pourra prendre appui sur un autre qui, tout d'un coup, aura authentifié sa formule à lui. Le problème de nos jours, c'est que, sûrement pour calmer l'angoisse de beaucoup, à la place de la fenêtre vide, on met des prédicats. Tu es ceci, tu es cela. Maintenant, c'est dyslexique, dysorthographique, tous les 10. Ou on met aussi, comme je disais tout à l'heure, hyperactif. Du coup, le sujet disparaît, puisqu'on a la réponse. Et tout le travail qu'on a à faire, parce qu'il y en a beaucoup qui s'appuient là-dessus. Ah, moi, de toute façon, vous savez, je suis, je sais pas, moi, je suis phobique scolaire, ou je suis décroché. Décroché scolaire, quel mauvais terme. Et donc, effectivement, ça leur donne une idée de ce qu'ils sont. Et comme ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils s'autonoment. Il y a une sorte d'autonomination qui leur donne une certaine assise. Mais au fond, on voit bien que ça fait disparaître quoi? Ce qui est très important pour nous, le manque à être. Ça, c'est une façon de boucher la fenêtre qui ne permet pas au sujet de trouver sa formule à lui. La formule de l'existence qui fait que chacun dans sa tête a son petit parcours particulier. C'est ça qui fait son inclusion à lui. C'est sa propre inclusion dans sa tête d'une case où là, il a sa formule. Et il y a une autre façon de boucher la fenêtre aujourd'hui. C'est la fenêtre virtuelle. Et là, vous voyez beaucoup d'adolescents qui sont très pris dans leur chambre par ce qu'ils voient ou par la façon dont eux-mêmes se voient, parce qu'au fond, c'est le truc. Et après, il faut savoir, tu as vu, j'ai diffusé ça, c'est mon image, combien j'ai de likes. Alors, il faut qu'il y ait beaucoup de likes, parce que s'ils n'ont pas de likes, ils vont déprimer, donc ils se créent eux-mêmes des petits trucs. Il y en a même qui vont jusqu'à s'inventer des avatars, ce qui fait qu'ils n'ont même plus besoin de manger, puisque la vraie vie, elle est dans la vie virtuelle. Moi, j'ai reçu un adolescent comme ça, il ne mangeait plus. Parce qu'il ne pouvait pas. Sa vie, il était d'ailleurs tellement doué qu'il avait que des industriels canadiens l'avaient contacté parce qu'il ne pouvait pas jouer tout le temps. Donc, il arrivait à gagner presque 1 500 € par mois pour continuer la vie des industriels canadiens sur le réseau. Donc, vous voyez, il y a des solutions qui s'inventent. Le problème, c'est qu'il ne mangeait plus.
Heureusement, un jour, il est tombé amoureux d'une fille qui, d'Australie, lui a envoyé... et ça, c'était sa rencontre amoureuse par le virtuel. Donc, à la fois, il faut faire attention, mais en même temps... bon, après, je l'ai perdu de vue. Bon, alors, juste pour peut-être qu'on va pouvoir discuter, il y a aussi une autre phrase qui me paraît moins importante d'Arthur Rimbaud, c'est, parce que ça aussi, c'est très important. C'est quand il dit « Le pubère, où circule le sang de l'exil et d'un père ». On voit bien comment, quand il dit « le pubère, où circule le sang », ça c'est la métaphore poétique, nous c'est au fond le pubère où circule quelque chose qui le fait avancer, en marche. Ça c'est pas Emmanuel, c'est dans « À une raison, une poésie de Rimbaud », quand il explique comment le nouvel amour, c'est quand quelque chose arrive et que vous vous retournez, que l'homme se met en marche. Il disait ça bien avant notre président. Donc, le pubère où circule le sang de l'exil et d'un père, ce qui fait qu'au fond, on voit très bien qu'ils sont coincés entre, et c'est ça le charme de s'occuper des adolescents, entre le fait de l'exil, c'est-à-dire de partir, et en même temps, un père, toujours calculé sur un père. Et c'est pour ça que dans le travail qu'on fait avec ces jeunes, on voit très bien comment, par exemple, Rimbaud, ce qui a été décisif pour lui, c'est sa rencontre avec son maître de rhétorique, Georges Isambard, qui avait perçu très tôt en lui, quand il avait 14 et demi, 15 ans, qu'il y avait une dimension poétique. Il dit, il était fort en tête. On m'avait dit, attention, ce type-là, il fait ce qu'il veut, il sera... D'ailleurs, c'est toujours ce qu'il a fait, la liberté libre. Mais grâce à la rencontre, et ça c'est très important, grâce à la rencontre de quelqu'un, il a pu loger un temps cet élément de nouveauté, comme disait Hannah Arendt, reconnu par un autre, Isambard, qui effectivement permet à l'adolescent de loger quelque chose de l'ordre de son parcours et de ne pas être forcément l'errant ou le vagabond, et d'aller au-delà de ce qu'on pouvait prédiquer ou dire sur lui, parce que il aurait été à notre époque, il serait sûrement, à cause des fugues et tout ça, il serait peut-être dans un centre d'éducation renforcée, en institution, fermé. Bon, c'est quand même un type un peu bizarre, qui a terminé trafiquant d'armes, après avoir trafiqué les âmes. Donc on voit très bien comment, et je terminerai là-dessus, à la fois c'est très important, bien sûr, de prendre en compte, vu ce que je disais ce que j'entendais tout à l'heure, la question de l'handicap, parce que pour certains, d'abord, ça peut être une façon de nommer ce qu'ils sont, mais ça n'empêchera pas, et c'est là tout le travail qu'on a à faire, comme le disait très bien Akoseberi, l'ancien demi de mêlée, d'être sensible à ce qui, dans le parcours d'un sujet, s'anime de sa vie à lui, qui le singularise, et ça ne peut se faire que s'il y a des gens sûrement comme vous, qui, dans le lieu qu'ils accueillent, permettent à chaque sujet comme ça de s'inclure lui-même dans sa formule. Parce que c'est ça la véritable inclusion. C'est est-ce que j'accepte, moi, de prendre appui sur la formule que je trouve et qui me permettra, par exemple, quand je vais à l'école, de supporter la relation aux autres. Dans l'hôpital de jour où je travaillais, pour certains sujets autistes ou psychotiques, on faisait cette inclusion dans les écoles. Mais ça ne pouvait tenir que si le gosse avait lui-même la possibilité de dire la petite formule qui lui permettait de tenir. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.